Salut! Aujourd'hui, je viens vous parler de tous les livres que j'ai réussi à terminer juste avant la fin de 2021. Pensez-vous que j'ai réussi à terminer l'année sur une bonne note? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. En décembre, j'ai lu 9 romans, sauf qu'aujourd'hui, on va seulement parler de 8 d'entre eux parce qu'il y en a un qui s'est retrouvé dans mon top 10 des meilleurs livres de 2021 et donc je l'ai déjà assez suffisamment critiqué là-bas. Il s'agit de Fleurs captives de Virginia C. Andrews et franchement, je vous invite fortement à aller voir cette vidéo parce que, spoiler alert, ça a été un gros 5 étoiles et c'est désormais un de mes livres préférés à vie. Donc ensuite, en mettant Fleurs captives de côté, j'ai lu ce mois-ci 4 livres pour adultes et 4 livres pour jeunes adultes. Je vais commencer cette update lecture avec les livres Young Adult, donc allons-y, voici Sur le vif de Elisabeth Acevedo. C'est une histoire contemporaine qui suit la vie d'une jeune fille de 17 ans qui est extrêmement douée pour la nourriture. Elle a un instinct incroyable pour les saveurs, mais son quotidien est compliqué parce que non seulement elle doit jongler le travail, l'école, mais également sa responsabilité en tant que la mère d'une jeune fille de 2 ans. Dans sa vie pleine de responsabilités, il n'y a pas vraiment de place pour elle de rêver, mais un nouveau programme d'art culinaire à son école va peut-être la forcer à réaliser ses rêves. Premièrement, j'ai beaucoup aimé ce livre. Deuxièmement, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans mon continuum mental, mais j'étais certaine que ce livre était à propos d'une compétition de cuisine. Ce ne l'était pas, et j'ai aimé le livre, même si ce n'était pas, mais j'en suis ressortie avec un vide là où la compétition aurait dû être. Et là maintenant, je suis désespérée de lire un livre avec une vraie compétition de cuisine. On s'entend que ça n'est pas du tout 0% la faute du livre. Je veux dire, c'est juste moi qui ai mal lu le résumé. Donc, je me suis déçue moi-même, mais le livre, très bon. Donc, si on met de côté l'aspect cuisine et le fait que je ne sais pas lire, l'aspect du côté humain était génial. Il y avait des beaux personnages, les liens des relations étaient très complexes, le récit au total était juste tellement recherché et profond. Je pense que c'était la première fois que je lisais un roman avec une mère aussi jeune et ça a été très intéressant pour moi parce que c'est difficile de suivre le quotidien d'une jeune fille qui n'a pas droit au plaisir des autres jeunes de son âge parce qu'elle a une grosse responsabilité, mais en même temps qu'il réussit à célébrer cette responsabilité et l'existence de son merveilleux bébé dans sa vie. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était tellement bien amené et que c'était le genre de livre qui fait une balance parfaite entre le sérieux et le divertissement. Pour moi, ça a été une superbe expérience de lecture, c'est juste que il y avait pas assez de cuisine, même en oubliant le fait que j'ai cru qu'il y avait une compétition, il y en avait pas, il y avait pas assez de cuisine, moi j'en voulais plus. Donc bref, j'ai donné 4.25 étoiles sur 5 à Sur le vif et je recommande fortement. C'est l'heure de vous parler d'une déception. Je crois que c'est une déception. Je peux pas être certaine à 100%, mais tout ce que je sais, c'est que ça commence par D et ça finit par ception. Bref, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins. Ha! Disons que ça s'est mal passé. Pour les peut-être 2 personnes qui ne le savent pas, il s'agit du préquel de la série Hunger Games dans lequel on suit le personnage du président Snow. Et là réside tout le problème, le personnage de Snow. J'étais contre ce choix à l'origine lorsque le livre a été annoncé, mais je savais que j'aurais pu être convaincue du contraire si le personnage avait été écrit de manière moindrement intéressante. Mais tout ce que ce livre m'a fait découvrir, c'est que Snow était le pire vilain au monde. Il était chialeur, il se plaignait tout le temps, il se prenait très en pitié et on dirait qu'il était incapable de se décider entre être un sociopathe ou être un petit chien pour une fille à qui il ne parlait que 2 fois dans sa vie. Bon, mettant de côté ma passion haineuse pour ce personnage, j'ai quand même été heureuse de me replonger dans l'univers de Hunger Games. Ça m'a fait du bien, j'aimais ça, mais dans la première moitié du roman, parce que dans la deuxième, c'est parti un petit peu... Tout ce qui était intéressant a été mis de côté et on s'est concentré dans une espèce de romance. Je veux même pas dire que c'est une romance, mais pendant tout le long du roman, je me dis ok, ça se peut pas que ces 2 personnages s'apprécient. Ça se peut pas que lui, il y ait pas un élément dans l'histoire qui utilise cette relation pour montrer à quel point il va devenir quelqu'un de malsain et d'horrible. Et ça se peut pas que elle ait pas une raison d'accepter de faire semblant qu'elle aime Snow. Mais au final, apparemment, elle faisait pas semblant. En tout cas, moi je ferais semblant si je vous disais que j'ai ressenti de la joie en lisant ce livre. Je veux dire, ça m'a fait plaisir de retrouver Hunger Games. J'ai des petites miettes du monde. Oui, je les ai mangées, je les ai savourées, mais je veux dire, c'est des miettes. Ce préquel décevant n'a pas réussi à faire baisser mon amour pour Hunger Games, mais le président Snow, je n'ai vu plus rien savoir de lui. J'ai donc donné 2 étoiles à ce livre.
Bon, maintenant passons à quelque chose de plus léger, même si le sujet du livre n'est pas tout à fait léger. Il s'agit de Bagels de Fanny DeMille, qui est un petit livre avec des belles illustrations à l'intérieur qui parle des troubles alimentaires et on y suit le quotidien d'une jeune fille qui est hantée par sa relation malsaine avec la nourriture. C'était une lecture short and sweet, très rapide à lire, mais sans en perdre aucune profondeur. J'ai décidé de le lire parce que c'est le livre que j'ai offert à Kat dans notre échange de cadeaux de Noël Booktube Québec. Et ensuite, je suis allée à la bibliothèque, je l'ai vu, je me suis dit, sais-tu quoi, je vais vérifier si c'est un bon livre. Et c'était un bon livre. Ça a été une expérience de lecture très particulière pour moi parce que je ne m'attendais pas à ce que ça résonne autant avec mes expériences personnelles, même si je n'ai jamais souffert de troubles alimentaires. Le truc, c'est que le flot des pensées du personnage, dont toutes les pensées vont à un moment ou un autre toucher à ses craintes et à la nourriture, ça fait un parallèle presque identique avec mon quotidien, avec ma phobie, l'hémétophobie. Et donc, même si le personnage et moi avons pas du tout le même trouble en commun, c'est spécial parce que Fanny DeMille a tellement bien représenté c'est quoi l'impact interne que ces troubles peuvent avoir sur nous. Je trouve que quand on n'a pas souffert de troubles alimentaires, c'est toujours difficile de réellement comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une personne quand elle traverse quelque chose comme ça. Et là, grâce à ce roman, j'ai l'impression d'avoir acquis un niveau de compréhension au-delà de celui que j'avais avant. Bref, ça a été une belle lecture, j'ai donné 4 étoiles et je recommande fortement. Ensuite, nous allons en finir avec les livres jeunes adultes que j'ai lus en décembre avec The Revolution of Ivy de Amy Angel. C'est le deuxième et dernier tome d'une série jeune adulte dystopique qui se déroule dans un futur où deux familles se sont battues pour le pouvoir et on suit le personnage principal qui est la fille de la famille perdante et qui sera promise au garçon de la famille gagnante, sauf qu'elle a en fait la mission de le tuer. Dans ma tête, ce deuxième tome est séparé en deux parties. Il y a la première moitié que j'ai appréciée plus que tout et je me disais, mon Dieu, est-ce que ça va être un 5 étoiles? Est-ce que je vais l'aimer plus que le premier tome? Et il y a eu la deuxième partie qui est venue tout gâcher, bien sûr. Et donc, dans la première partie, ce que j'ai adoré, c'est que on nous a introduit à des nouveaux personnages qui étaient super attachants, j'ai adoré. Et toute l'histoire se déroulait dans un contexte de société autonome dans la forêt. Et ça, c'est toujours vendeur pour moi. Moi, ce que je préfère dans les dystopies, c'est quand les personnages, ils réussissent à s'enfuir ou ils se font envoyer, là, hors de la société dystopique et après ça, ils doivent survivre pour la première fois dans une autre société qui est primitive et n'a pas beaucoup de technologie. Ça, bon, c'était bien dans la première partie, mais dans la deuxième, deux choses, j'ai pas trop apprécié la direction du récit et ensuite, j'ai eu de la difficulté à traverser les problèmes du couple. Et là, c'est dur parce que je peux pas juste blâmer le fait que le personnage principal était absolument insupportable dans la deuxième partie parce que j'ai compris ce que l'autrice avait essayé de faire avec ce personnage. Je vois comment ça a du sens. La manière dont elle réfléchissait et agissait, ce serait une vraie conséquence dans la vie. Mais on dirait que c'était juste pas une conséquence que je voulais lire dans le livre. En tout cas, même si ça a été très décevant face à ce que le début du livre avait réussi à faire, ça demeure une duologie que je recommande et j'ai donné 3.5 étoiles à ce dernier tome. Bon, là, je viens vous parler d'un livre où j'ai beaucoup aimé la première partie et j'ai détesté la deuxième. Mais là, ça va être la même chose pour le prochain livre, mais puissance maximale. Genre, vous comprenez même pas à quel point... Bon, L'Anti-Lune de miel de Christina Lauren. C'est une romance qui commence lorsque le personnage principal ainsi que son ennemi juré sont au mariage de... notre personnage principal, c'est sa sœur qui se marie et l'ennemi juré, c'est le frère qui se marie. Bref, après un accident de buffet très malheureux, tout le monde, sauf nos deux personnages principaux, sont malades, mais malades. Et donc, puisque le couple marié est trop malade pour assister à leur propre lune de miel, c'est notre personnage principal et son ennemi juré qui seront envoyés pour y aller. La première partie de ce roman était la meilleure chose au monde. J'étais en train de le lire et je me disais, ok, j'ai préparé mon top 10 de 2021, mais là, il faut que j'en envoie un hors de là parce que l'anti-lune de miel arrive. J'aimais les personnages, l'histoire était drôle, c'était tellement divertissant, j'étais pas capable de m'arrêter. Pendant ma lecture, j'avais la pensée consciente que souvent les romances, j'aime plus le début que la fin. Mais là, je me disais, il y a absolument aucune chance qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui
fasse que ce livre ne soit pas un coup de cœur. Mais la deuxième moitié est arrivée. Il y a un problème dans la deuxième moitié, et ce problème, c'est que le gars devient exécrable. Et pas juste le gars, il y a aussi toute la famille de la fille. C'était tellement triste. Je lisais dans mon lit le matin et j'étais en furie. J'étais furax envers tous les personnages sauf le personnage principal et j'arrivais pas à croire ce que j'étais en train de lire. C'était pas crédible, c'était méchant. Et il n'y a absolument rien qui a été fait pour que ces actions soient pardonnées et justifient la fin heureuse qu'ils ont connue. Sérieusement, j'avais aucun plaisir dans la deuxième moitié. J'étais comme, voyons donc pourquoi ces gens que j'ai adorés dans la première moitié, ils sont comme ça. Hein? Son copain, sa sœur, voyons. J'ai même pas de mots pour décrire. Je sais même pas comment décrire ce que je dois décrire, mais que j'ai pas les mots pour décrire parce que j'ai juste pas de mots pour décrire. Bref, la première moitié de ce livre, c'était un 10 étoiles sur 5. La deuxième moitié, c'était 1.5, 2 étoiles. Donc, je pense que la note finale, c'est un 3. Ça me fait mal de donner 3 à ce livre, en sachant à quel point les premiers 50%. Mais ça me fait aussi mal de donner 3 étoiles à ce livre, en sachant que la deuxième partie ne mérite pas aucune de ces étoiles. Bon, aucune, c'est exagéré. Mais bon, je suis pas contente. On va se calmer. Là, je vais vous parler de Projet Dernière Chance de Andy Weir. Et là, j'ai été contente. J'ai pas ressenti le maximum de bonheur auquel je m'attendais parce que c'est une œuvre, mes amis, qui reçoit de la hype. Mais face à la déception de la dernière œuvre, c'est une bénédiction. Projet Dernière Chance, c'est un livre de science-fiction qui suit un personnage principal qui se réveille dans un vaisseau spatial avec 2 cadavres et il ne se souvient de rien et donc il ne se souvient pas du fait qu'il est en fait en mission pour sauver la Terre et c'est la seule personne vivante qui peut le faire. J'ai beaucoup aimé ce que l'auteur avait choisi de faire pour progressivement faire ramener la mémoire au personnage, nous en faire découvrir plus. Je sais pas à quel point c'était réaliste dans la science des mémoires qui reviennent, mais j'ai bien apprécié. Franchement, c'était une belle œuvre avec des belles idées, beaucoup d'humour, c'était divertissant. Mais je m'attendais vraiment à plus. Sauf que même si je ne m'étais pas attendue à plus, je pense que la note que je donne à ce livre aurait été la même. Donc pour moi, le point faible de ce roman, c'est un peu son écriture qui, pendant toute la moitié, est un petit peu répétitive dans l'exécution des scènes et je trouvais que c'était un peu sec et que l'humour était là, mais à un moment donné, ça devenait un peu la même chanson. J'ai adoré la science, j'ai adoré le personnage dont je ne m'attendais pas à faire la rencontre dans ce livre. Un personnage pas tout à fait terrestre, mais voilà, même si c'est un bon livre, je ne dirais pas que c'est dans les meilleurs de science-fiction que j'ai lu l'année passée. Et est-ce que ça mérite la hype? Ben oui, c'est le fun, c'est divertissant, je le recommande pleinement, mais ça m'étonne que ça a été un coup de cœur aussi fulgurant pour autant de gens. Je dis juste ça. En tout cas, face à la déception intergalactique que son dernier livre avait été, Andy Weir est revenu dans la carte des auteurs dont je vais lire les prochains livres. Bravo, j'ai donné 4 étoiles à Projet Dernière Chance. Ok, maintenant, encore une fois, il s'agit de science-fiction, mais c'est une nouvelle sous le nom de Apprendre si par bonheur de Becky Chambers. On y suit les aventures de 4 astronautes qui sont envoyés par la Terre pour explorer 4 planètes et découvrir si elles peuvent être habitées ou non par les humains. Pour moi, ce livre, c'était un test pour voir est-ce que je correspondais bien avec le style de Becky Chambers. Je savais que ça plaisait pas à tout le monde. Et là, franchement, je sais toujours pas exactement où est-ce que je me situe. Pendant la première moitié du roman, je me disais ouh, je suis pas sûre que ça connecte entre toi et moi, Becky. Il y avait rien de explicitement mauvais dans ce qu'elle faisait, il y avait rien qui me dérangeait, mais ça connectait pas, c'était juste, ça me rejoignait pas. Sauf que dans la deuxième moitié, là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais les portes ont ouvertes et finalement, j'ai pu me sentir à la maison avec son écriture. Je sais pas tout à fait ce qui s'est passé, pourquoi soudainement j'ai commencé à apprécier ça, mais je l'ai fait et donc j'ai réussi à terminer le livre sur une bonne note et c'est donc une œuvre que je recommande à 3.5 étoiles sur 5. Je vais donc donner une chance à sa série l'espace d'un an. Je suis un petit peu appréhensive parce que j'espère juste que c'est pas trop écrit comme la première moitié de cette nouvelle, mais écoute, on va espérer que ça se passe bien. Et maintenant, pour finir cette update lecture, je vais vous parler d'un livre que j'ai commencé à lire en 2019. Et là, je m'étais dit, non, je vais pas terminer 2021 sans avoir fini ce livre et en l'ayant toujours dans mes currently reading sur Goodreads. Non. Donc, je l'ai terminé le 30 décembre. Il s'agit de Expiration de Ted Chiang, qui est un recueil de nouvelles de science-fiction
Franchement, pourquoi j'ai procrastiné ça? C'était vraiment bon. C'est difficile de résumer un recueil de nouvelles parce que chaque histoire est différente. Mais c'est toutes des histoires qui ont un peu rapport avec la technologie, mais c'est écrit de manière très accessible, je pense. T'as pas besoin d'avoir un cerveau gros de même. Moi, j'ai tout compris, puis mon cerveau, il rentre là-dedans. J'ai trouvé qu'il y avait aucune nouvelle qui était faible. Je les ai toutes appréciées. C'est sûr qu'il y en a qui étaient vraiment très bonnes, d'autres qui étaient juste bonnes, mais il y en avait aucune faible. C'est difficile pour moi de parler davantage de ce livre parce que j'ai l'impression que ça me prendrait une vidéo entière pour décortiquer ce que j'ai pensé de chaque nouvelle et ça m'intéresse pas trop de faire ça honnêtement. Désolée si ça vous intéressait, mais moi j'ai la flemme. Donc en tout cas, je vous le recommande et j'ai vraiment très hâte de lire son autre recueil. Hey, je l'ai! Lui! Bref, je pense que je vais donner à Expiration 4 étoiles sur 5. Et voilà, c'est ce qui conclut toutes mes lectures de décembre juste avant que 2021 se termine. Au moment où je filme cette vidéo, nous sommes le 1er janvier, alors je vous souhaite bonne année. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste tous les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!